Allez, c'est parti pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge directement dans la fascinante plomberie microscopique du corps humain et surtout, on va examiner les médicaments cardiovasculaires vitaux qui la contrôlent. Ces fameux diurétiques sont de véritables chefs-d'œuvre de l'ingénierie pharmacologique. Et honnêtement, comprendre comment ils fonctionnent est absolument indispensable pour saisir les enjeux de la cardiologie moderne. Au programme de cette analyse, on va commencer par une petite introduction aux diurétiques, suivie d'un voyage au cœur de la tuyauterie du néphron. Ensuite, on passera en revue les différentes classes de médicaments, leurs applications concrètes en cardiologie, et on terminera bien sûr sur les effets secondaires et les précautions à prendre. Un parcours passionnant qui va des mécanismes cellulaires microscopiques jusqu'aux résultats spectaculaires sur la santé cardiovasculaire. Première étape donc, les fondamentaux. Voyons un peu pourquoi ces médicaments qui ne datent pourtant pas d'hier restent des piliers totalement incontournables aujourd'hui. Le vrai secret d'un diurétique, ce n'est pas juste d'augmenter le volume d'urine, c'est surtout de dicter où va l'eau, tout simplement en manipulant le sodium du corps. En bloquant la réabsorption du sel au niveau des reins, l'eau libre est littéralement forcée de le suivre vers la sortie. C'est un mécanisme redoutablement efficace pour drainer n'importe quel excès de liquide accumulé. Passons à notre deuxième point, la tuyauterie du néphron. Et là, on fait un vrai petit voyage microscopique pour comprendre où tout cela se joue. C'est quand même incroyable de voir à quel point ce système de filtration est millimétré. Le parcours du sodium est hyper bien rodé. On a 60% du sel qui est récupéré direct dès le tubule proximal. Ensuite, la fameuse anse de Henle en rattrape 30% de plus grâce à un transporteur spécifique, puis 5 à 10% sont gérés dans le tubule distal avant de finir dans le canal collecteur. C'est une vraie mécanique d'horlogerie d'une précision chirurgicale. Ce qui nous amène logiquement à la troisième partie, les classes de médicaments. Autrement dit, les clés à molette qu'on va venir glisser dans cette tuyauterie bien précise. C'est là que la stratégie entre en jeu. D'un côté, on a les diurétiques de lance, comme le furosémide. Ça, c'est puissant, c'est brutal, ça frappe fort, mais pas très longtemps, environ 4 heures. Et de l'autre, on a les thiazidiques, comme l'hydrochlorothiazide. L'approche est très différente. C'est plus modéré, l'effet est un peu retardé, mais par contre, le drainage va s'installer sur 12 à 24 heures. Le choix de l'outil dépend vraiment de l'urgence de la situation. D'ailleurs, si on regarde la pharmacocinétique de plus près, on comprend tout de suite pourquoi on doit réduire la dose de furosémide de moitié quand on passe d'un cachet à une perfusion intraveineuse. Sa biodisponibilité orale n'est que de 50%. À l'inverse, le bumétanide, lui, est absorbé en totalité. En plus, le furosémide n'a zéro métabolisme hépatique et une demi-vie éclair de 50 petites minutes. Comme on disait, ça frappe fort et ça disparaît très vite. Et puis, tout au bout de la chaîne, on trouve des classes très spécifiques, comme les épargneurs de potassium et les aquarétiques. Eux, ils ciblent le canal collecteur pour vraiment peaufiner le réglage de l'équilibre hydrique. C'est super important parce qu'ils bossent en équipe avec les gros diurétiques pour éviter qu'on ne perde trop de potassium dans les urines. Une fuite qui, au passage, pourrait s'avérer extrêmement dangereuse. Allez, quatrième partie, les applications en cardiologie. Qu'est-ce que tout ce bricolage microscopique donne à l'échelle macroscopique ? Pour l'hypertension, les thiazidiques restent une première ligne de défense vitale. On parle quand même d'une grosse chute initiale de liquide, de l'ordre de 2 litres. Ce n'est pas rien. Ça enclenche une baisse durable de la pression artérielle et surtout, ça marche en parfaite synergie avec nos traitements plus modernes, comme les inhibiteurs de l'ECA. Au bout du compte, on fait chuter drastiquement la fréquence globale des événements cardiovasculaires. Et ça, c'est un point d'inflexion majeur confirmé par les données cliniques. L'essai clinique ALAT a carrément prouvé qu'une molécule ancienne comme la chlorthalidone faisait jeu égal avec des médicaments de pointe pour protéger les coronaires. Mais le plus dingue, c'est qu'elle s'est avérée bien supérieure pour combattre spécifiquement l'insuffisance cardiaque. Moins 35%, c'est un chiffre vertigineux, c'est la chute spectaculaire de mortalité qu'on a observée chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque sévère, juste en ajoutant au traitement un épargneur de potassium, la spironolactone. C'est l'enseignement fracassant de la fameuse étude RALES, un impact absolument colossal pour une molécule qui agit, on s'en souvient, à la toute fin du parcours rénal. Et ce qui est fascinant, c'est que ces piliers de la cardiologie ont aussi des effets secondaires très inattendus en dehors du cœur. Les diurétiques de lance font des merveilles contre l'œdème dans les cas d'insuffisance rénale chronique. Et les thiazidiques, ils retiennent le calcium. Résultat, ils protègent la densité de nos os et bloquent la formation de ces douloureux calculs rénaux. On en arrive à notre cinquième et dernière partie, les effets secondaires et les précautions. Autrement dit, les compromis métaboliques de ces traitements. Forcément, quand on force les voies de filtration naturelle et qu'on élimine autant d'eau, on emmène avec elle des minéraux vitaux. C'est là que le déséquilibre menace.
Si on perd trop de potassium, c'est l'hypokaliémie, avec un risque direct d'arythmie cardiaque. À l'inverse, si on en garde trop, l'hypercalémie peut déclencher une fibrillation ventriculaire fatale. Sans oublier la chute de sodium, qui peut causer une vraie confusion mentale chez les patients âgés, ou encore la rétention d'acide urique, la recette parfaite pour déclencher une crise de goutte. Il faut aussi être objectif avec les données. L'essai Al-Ashhat a bien confirmé qu'avec les thiazidiques, il y avait une incidence plus élevée d'intolérance au glucose. On parle de 11,6% avec la chlortalidone, contre 9,8% pour l'amlodipine et 8,1% pour le lisinopril. Mais attention, point absolument crucial à retenir, ce compromis métabolique avéré n'a en aucun cas fait grimper la mortalité cardiovasculaire globale. Les bénéfices protecteurs écrasent littéralement ce risque statistique. C'est bien pour ça qu'une surveillance stricte et des bilans sanguins réguliers sont tout simplement non négociables. Il faut naviguer dans ces limites physiologiques avec prudence. Par exemple, une insuffisance rénale chronique sévère, c'est un non catégorique pour les thiazidiques. Une insuffisance aiguë interdit l'usage des diurétiques de Lens. Et la grossesse ou une insuffisance modérée limite fortement les épargneurs de potassium. Un petit détail à ne surtout pas zapper, le risque d'allergie croisée, parce que beaucoup de ces molécules partagent la même base sulfamidée que certains antibiotiques. Et pour conclure cette analyse, on est en droit de se poser une question vraiment fascinante. Si ces médicaments fondamentaux, découverts il y a des dizaines d'années, restent sans conteste nos outils les plus puissants en cardiologie, est-ce que l'avenir de la médecine est vraiment de chercher de nouvelles molécules à tout prix? Ou bien est-ce que le véritable progrès ne serait pas plutôt d'apprendre à gommer définitivement les petits défauts métaboliques de ces médicaments qui, on l'a vu, fonctionnent déjà de manière extraordinaire? Ça laisse vraiment songeur.